En juin prochain, cela fera 10 ans que l'euthanasie est passée au Canada. Et puis au Québec, c'était 2014. Donc 2014 au Québec, 2016 au Canada. Il y a donc une avance, si on peut dire, sur l'histoire. C'est un peu retour vers le futur pour les Canadiens qui viennent en France et qui viennent regarder comment les choses se passent. C'est le cas de Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est directeur du réseau citoyen Vivre dans la dignité. Donc ça se passe au Québec et qui participe à une rencontre internationale aujourd'hui qui réunit des institutions françaises, belges et donc canadiennes. Et c'est un programme qui nous amène à considérer 3 réalités: la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, des réalités auxquelles vous êtes sensibles sur notre antenne, et donc c'est pour ça aussi qu'on en parle régulièrement. Bonjour Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour. Voilà, avec votre accent qui nous dépayse quelque peu. Alors, en 2022, cela représentait, il faut le préciser, 4,1% des décès canadiens, juste derrière les Pays-Bas, 5,1%. Je parle de l'aide médicale à mourir. Il y a près de 45 000 Canadiens qui l'ont reçu, cette aide médicale à mourir, selon des statistiques officielles. Donc c'est juste derrière les Pays-Bas, mais devant la Belgique, 2,5% des décès. 2 pays qui ont pourtant dépénalisé l'euthanasie il y a bien plus longtemps. Seuls quelques pays dans le monde, principalement en Europe, ont légalisé l'euthanasie ces dernières années. On verra ce qui se passe en France. Et donc vous allez nous dire comment vous vous êtes organisé il y a 10 ans, en fait, face à l'échéance d'une loi, car c'est quand même l'objet de votre présence. Absolument. Depuis 2010, le réseau citoyen Vivre dans la dignité existe. Il avait été créé en amont d'une commission qui s'appelait Mourir dans la dignité. Et donc, pendant 4 ans, il y a eu des débats sur l'opportunité ou non d'ouvrir à l'euthanasie, ce que rapidement... nous, on pense que c'est un euphémisme. Ce qui a été proposé, c'est l'aide médicale à mourir, et le présenter sous l'angle d'un soin. Et évidemment, pour beaucoup de personnes travaillant en soins palliatifs, il y avait comme un non-sens là, de proposer de donner la mort et de le présenter comme un soin. Mais de 2010 à 2014, les grands débats, mais la loi est adoptée en juin, et 10 ans plus tard, vos statistiques, vous savez, au Québec, il y a une augmentation de 42% dans la dernière année. On est rendu à 6,8% des décès qui sont liés à l'aide médicale à mourir, ce qui nous fait que, malheureusement, on est le champion du monde sur la question maintenant. Il y a des parties du Québec, comme la Gaspésie, où c'est 10% des décès qui sont liés à l'aide médicale à mourir. Certains vous diraient que c'est l'autonomie, il faut pas se méfier. C'est une émancipation. Oui, écoutez, qu'il y ait 10, 15, 20, où serait la limite? Si c'est le choix des personnes de mourir de cette façon, d'éviter la souffrance physique et psychique. Mais de notre côté, on voit qu'il y a un coût collectif, individuel, à l'ouverture à cette aide médicale à mourir. Vous l'avez mesuré, ce coût, en 10 ans? Oui. On reçoit de ces témoignages, et c'est très, très difficile parce que souvent, ce sont des gens qui le vivent difficilement, dans des réalités où le deuil, la fin de vie, c'est déjà pas facile. Alors, quand on y ajoute une nouvelle variable, celle qu'un soignant va venir donner la mort, ce qu'on appelle l'injection d'un médicament au Québec. Et ça peut se faire très, très rapidement. Maintenant, quand on est en fin de vie, puis je vous rappelle rapidement, c'est quoi les critères d'admission pour l'aide médicale à mourir au Québec? Il suffit d'être majeur, apte à consentir, avoir une maladie grave et incurable, un déclin avancé et irréversible, et des souffrances physiques, psychiques, persistantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées selon ce que le patient juge tolérable. Et si tous ces critères y sont, avant, il y avait un certain délai pour pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. En fin de vie, on demandait au moins 10 jours. Mais c'est tombé avec les années, ce qui fait qu'on a des témoignages de gens qui apprennent que, par exemple, leur grand-mère va mourir le lendemain. Et que, soudainement, il faut s'y préparer. Parce il n'y a que plus de délai, donc. Exactement. Alors, ou quelques heures, là, ça se fait. Je n'ai pas entendu encore de journée même, là, même si en principe, là, mais des 24 heures, ça, on en a entendu. Et soudainement, évidemment, c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre un tel moment. Et si quelqu'un, dans une famille,
émet des doutes. Ça crée des brisures, des ruptures. On les entend et d'exprimer par la suite sur la place publique. Si déjà c'était un déchirement familial, alors les gens, et je le comprends très bien, c'est pas leur combat d'aller sur la place publique pour dire, moi, je l'ai très, très mal vécu, cette mort provoquée. Est-ce que vous estimez, Jaspin, Lemieux-Lefebvre, donc avec 10 ans de recul, c'est l'intérêt, vous avez 10 ans d'avance et de recul sur le sujet par rapport à la France, est-ce que vous estimez donc que les critères que vous avez mentionnés sont déjà battus en brèche et que peu ou prou on ne les respectera pas et ça va s'étendre? En clair, est-ce qu'on va vers une banalisation? Est-ce que ça, vous le percevez déjà? Bon, alors, tout d'abord, il y a une commission sur les soins de fin de vie au Québec qui s'assure que ces critères-là sont respectés. L'été dernier, le président de la commission a fait un avis aux soignants du Québec, dont notamment les prestataires d'aide médicale à mourir, pour dire « Oh, attention! » Alors, il y a une hausse importante. On voit qu'il y a des cas de non-respect de l'aide médicale à mourir. Alors, vous me direz, sur les 5211 cas en 2022-2023, c'est une population de 8,6 millions, il y a 23 cas de non-respect. Mais ça, c'est les cas qui sont présentés parce que la façon dont on mène des statistiques, c'est que le médecin ou l'infirmière praticienne, l'infirmier praticien qui donne le soin, remplit un formulaire. Alors, c'est par elle-même où elle dit, mais voici, je l'ai fait dans les règles de l'ordre. Parce que si elle l'exprimait, et là, il y a quand même 23 cas où ça a été rempli, et puis on vient noter, là, non, ça ne respecte pas les critères. Alors, on peut se douter qu'au-delà de ces 23 cas, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être en dehors. Et tout ça, bien sûr, c'est toute la question de la fin de vie qui a changé. Depuis 2021, on n'a plus besoin d'avoir une mort prévisible, une fin de vie. Alors, toute la question du handicap est arrivée. Au Québec, là, c'est le 7 mars prochain que, officiellement dans la loi, les personnes avec une déficience physique pourront obtenir l'aide médicale à mourir. Mais on sait que, comme au Canada, c'est depuis 2021, il y a des médecins qui l'ont pratiqué au Québec aussi dans des cas de handicap. Et donc, c'est un soignant qui remplit le formulaire en disant, voilà, j'ai fait l'injection, et ce formulaire est vérifié par une commission qui donc atteste que la personne avait bien demandé à mourir et que les critères étaient remplis. Oui, je dois rappeler aussi qu'il y a 2 évaluateurs avant de pouvoir recevoir l'aide médicale à mourir. Il doit avoir donc ces 2 évaluations-là. Mais un problème au Québec, c'était noté par la Commission des soins de fin de vie, c'est que si on vous refuse, s'il y a une évaluation qui dit, on ne pense pas que vous respectez tous les critères, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'aller cogner à la porte d'un second médecin et de refaire l'exercice. Jusqu'au moment où on l'obtient. Oui, et on le sait au Québec, il y a des médecins plus flexibles, disons, qui voient vraiment un acte de compassion. Et pourquoi, moi, je vous refuserais à votre autonomie? Bien sûr, il y a des balises, là. Il y a des mesures de sauvegarde. Mais si, pour certaines personnes, c'est vraiment un geste où les gens le disent, là, ils enchaînent les aides médicales à mourir. Certains, il y a vraiment un problème éthique en termes de volume des gens où c'est dur faire le geste. Et certains choisissent d'en faire quelques-uns par année parce qu'à la fin, après une aide médicale à mourir, la journée est terminée, là. On ne peut pas faire un autre soin. Et je le mets bien entre guillemets parce que moi, et puis le réseau citoyen que je représente, on s'y est jamais fait. Et on s'y fera jamais d'appeler l'euthanasie un soin. Alors, comment le corps médical a-t-il réagi en 10 ans? Parce que le corps médical ici, en France, a signé, comme vous le savez, des pétitions, s'est mobilisé. On dit que 800 000 soignants sont mobilisés, qui ont essayé de se faire entendre, et c'était difficile pour eux de se faire entendre des pouvoirs publics. Qu'en a-t-il été au Québec? Ça, c'est une grosse différence entre le Québec et la France. Parce que le Collège des médecins du Québec a été l'instigateur du débat sur le mourir dans la dignité et qui a mené à la commission parce que le Collège poussait dans la direction d'une euthanasie pour pouvoir offrir un soin de fin de vie aux personnes qui le désirent. Mais il y avait tout le milieu des soins palliatifs, et là, il y a un rapprochement avec la France qui s'opposait fermement à cette ouverture parce qu'on y voyait vraiment une rupture et pas une possibilité de pouvoir
avoir une adéquation entre euthanasie et soins palliatifs. Il y avait comme un non-sens. Mais en 10 ans, les choses ont bien changé. Les gens en soins palliatifs ont dû, à partir qu'il y avait une loi en vigueur au Québec, être neutres. Alors oui, il y avait toujours des opposants, mais de le dire officiellement, je m'oppose à une loi en vigueur, il y a des coups à ça aussi. Et donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui croient dur comme fer qu'il y a un continuum de soins entre les bons soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, où il n'y a pas du tout de rupture. C'est l'idée qu'on veut faire passer en France. Hein, ah, absolument. Maintenant, qui vient sans doute du Québec, d'ailleurs, peut-être. Hein. Oui, je dirais fort malheureusement. On peut imaginer qu'il y ait des liens, justement, entre l'histoire du Québec et ce qui peut-être se prépare en France. Quand vous dites les soins palliatifs donc ont protesté, est-ce que l'euthanasie a asséché néanmoins les soins palliatifs? Est-ce que cela a fait fermer des centres? Bon, il y a eu ici et là, mais c'est de façon anecdotique, des unités qui ont fermé. Mais le réel problème, c'est la façon dont les soignants peuvent œuvrer et de donner de bons soins palliatifs. Parce que, évidemment, les premières conversations, l'espace thérapeutique entre le soignant et le patient, pendant des années avant la légalisation de l'euthanasie, il y avait bien sûr des gens qui demandaient à mourir, comme il se fait la même chose en France. Et à force de converser, de voir les différentes options, de façon presque systématique, les demandes de mourir tombaient naturellement. Mais là, quand quelqu'un arrive, parce qu'il faut dire que dans l'espace public, l'aide médicale à mourir est fortement romancée, beaucoup de personnes arrivent avec une idée ferme, de dire, moi, ce que je veux avoir un plein contrôle, je veux avoir un risque zéro de souffrir, physiquement ou psychiquement, alors je veux recevoir l'aide médicale à mourir. Alors, ce qu'on me dit, c'est que l'espace thérapeutique, à ce moment-là, de pouvoir converser, d'avoir un échange, voir toutes les options, ce que vous avez tenté, parce qu'il n'y a pas une obligation de recevoir des traitements avant de se lancer dans l'aide médicale à mourir. On respecte dès le début si quelqu'un veut pas aller dans cette direction-là. Et nous, on a toujours dit, pas d'acharnement thérapeutique, là. Et on ne souhaite pas que les gens souffrent, mais on sait à quel point les soins palliatifs font un travail extraordinaire pour le contrôle des douleurs. Oui, il y a des douleurs réfractaires à l'occasion, mais pour ça, il y a la sédation palliative continue qui existe aussi en France. Et donc, ces soins palliatifs-là, moi, je dirais qu'il y a une crise de confiance au Québec, où les gens disent, il y a certaines personnes qui arrivent aussi en maison de soins palliatifs, disent, écoutez, je vous fais bien confiance, mais au cas où, je vais faire aussi une demande d'aide médicale à mourir si je changeais d'avis. Mais imaginez la pression sur le système, parce que 2 évaluations comme ça, là, ça prend du temps. Et tout le temps, dans les 10 ans qu'on a donné à l'aide médicale à mourir, en ressources, en temps, en énergie, on ne l'a pas fait pour les soins palliatifs. Donc la demande sociale, en fait, a évolué. Et elle rend plus difficile donc cet espace thérapeutique, la discussion, et donc le fait que les soins palliatifs trouvent leur place favorablement. C'est plus difficile pour eux, c'est ça que vous nous dites en fait. Oui, hein. et il y a des gens extraordinaires qui continuent à faire les bons soins palliatifs. Mais quand on vous dit que, vous savez, au Québec, là, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir reçoivent et ont accès aux soins palliatifs. Attention, on n'a pas les indicateurs, on manque cruellement de données. Ce qui fait que pour cocher la case soins palliatifs, c'est les établissements qui déterminent ce qu'est un soin palliatif. Et là, je caricature un peu, mais une après-midi à recevoir un soin de confort, pouf, vous avez reçu des soins palliatifs, alors qu'on le sait, l'importance de les recevoir en amont, l'importance d'avoir une approche pas juste pharmacologique, mais bio, socio, psycho, spirituelle aussi. Il y a cette dimension-là. Donc, il y a une expertise aussi qui se perd. Parce que c'est tellement important d'avoir l'approche multidisciplinaire. Et je dois vous le dire, il y a encore des soins palliatifs extraordinaires qui se font au Québec. Et moi, je remercie là, pour tous ces artisans courageux qui poursuivent ce travail important. Mais il y a vraiment une crise de confiance. Et je fais partie aussi, notre organisation en fait partie, de la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs. Et on se doit se battre là, pour que le gouvernement puisse
donner plus de ressources, de nous donner justement les indicateurs pour qu'on puisse bien les offrir, parce que l'accès, il faut le dire, autant c'est très facile d'obtenir l'aide médicale à mourir au Québec, autant c'est très difficile de recevoir les bons soins palliatifs au moment où on le souhaite et à l'endroit de notre choix. Donc, il y a un choix de politique publique, là, clair, oui, qui a été fait. Le réseau citoyen Vivre dans la dignité, donc, est un réseau qui ne dépend pas de l'Église catholique, même si vous avez eu des responsabilités au sein du diocèse de Québec pour la oui, j'ai vécu de très belles années au diocèse de Québec après avoir travaillé dans un festival d'humour en communication événementielle. Alors, j'ai touché à plein de choses comme communicant. Et puis, on a des bons liens avec tous les acteurs de la société civile. Et moi, je salue lorsque l'Église catholique mène des combats. Présentement, c'est juridique. L'archevêque de Montréal qui défend une maison de soins palliatifs dont le terrain appartient ou appartenait à une église. Et donc, il y avait un lien qui a été fait pendant 10 ans, une hypothèque qui disait qu'il n'y aurait pas d'aide médicale à mourir sur les lieux de cette maison. Et là, depuis le 7 décembre dernier, on oblige toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Alors, il n'y a plus de liberté de conscience institutionnelle pour les maisons. Et l'archevêque de Montréal, lui, dit, écoutez, non, cette maison-là devrait pouvoir être libre de l'offrir ou non. Et c'est le seul à l'avoir fait. En fait, c'est la question clé, semble-t-il, Jasmin Lemieux-Lefebvre, c'est de ne pas considérer que l'euthanasie est un soin, et donc de ne pas considérer aussi que les soignants dans les soins palliatifs puissent proposer l'aide médicale à mourir. Le piège, il est un peu là. Il faudrait séparer les deux très nettement. Écoute, c'est ce que vous préconisez? Alors, nous... Et pas confondre les deux. Absolument. Parce qu'il y a cette confusion-là, on la voit. Cette confusion se fait au détriment des soins palliatifs. Oui. Ah oui, on en est persuadé. Et parce que maintenant, et c'est une problématique, très tôt, à partir du moment où quelqu'un arrive en contact avec le système de santé québécois, et quelqu'un peut voir là, que c'est quelqu'un qui pourrait tomber dans les critères de l'aide médicale à mourir. Alors, avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, les soignants offrent et présentent, voici toutes les différentes options, dont l'aide médicale à mourir. Donc, les gens doivent considérer l'aide médicale à mourir très rapidement dans leur parcours. Et pour nous, c'est une problématique. Ça devrait jamais être un soignant qui vient le proposer. Parce il devrait y avoir une barrière très nette. Très entre nette. Le soin, ce qui est du soin, ce qui n'est pas du soin. Ah oui, mais au Québec, il y a cette confusion. Et les soignants qui l'offrent, quand des personnes ne sont pas en fin de vie, alors il y a eu des histoires de personnes avec un handicap qui l'ont vécu comme une réelle violence de pouvoir se faire offrir l'aide médicale à mourir. Alors, ce qu'ils ont besoin, c'est l'aide médicale à vivre. Et ça, les groupes qui prennent la défense des droits des personnes handicapées le disent haut et fort, là. C'est bien beau là, de nous offrir l'aide médicale à mourir, mais si on n'a pas accès aux soins, si on n'a pas, parce qu'une réelle problématique au Québec, c'est de pouvoir vivre à domicile longtemps et pas se retrouver dans une résidence de personnes âgées. Alors, par exemple, quelqu'un est dans la quarantaine, va avoir encore des décennies à vivre, et on se retrouve avec des gens qui ont vraiment... C'est deux mondes, là, c'est deux univers. Mais ils se disent, moi, je préfère mourir que de devoir me retrouver dans une telle maison avec des gens qui me sont inconnus. Et c'est la même problématique pour des gens qui sont en fin de vie et qui ne veulent pas vivre dans ces résidences de personnes âgées. Parce qu'au Québec, c'est une triste réalité. Beaucoup de personnes se retrouvent en fin de vie dans ces résidences où les soins sont souvent donnés de façon exceptionnelle, très bien, mais il y a aussi des histoires d'horreur qui ont marqué les esprits. Et des gens se disent... un modèle à revoir. Ah oui, et je ne veux pas ça. Jasmin Lemieux-Lefebvre, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous prenez la parole dans une rencontre internationale qui est organisée par des institutions françaises, belges. Oui, à l'initiative d'Alliance Vita, qui font un travail extraordinaire. On organise ça avec l'Institut européen de bioéthique, qui est basé à Bruxelles.
Donc, pour nous, quand on a eu cette invitation-là, donc de venir, nous, on est basé à Montréal, on se disait, après 10 ans après cette ouverture à l'euthanasie au Québec, on se doit de répondre à l'appel. Donc, c'est pour dire, ne faites pas telle ou telle erreur? Ah oui, absolument. En fait, n'ouvrez pas la porte, parce que nous, on l'a vu au Canada, c'est quoi? À partir du moment, parce que c'était les mêmes promesses. Vous allez voir, ce n'est que quelques cas pour vraiment venir, alors que les soins palliatifs ne peuvent pas vraiment pouvoir aider. Alors, puis on sera capable de garder ces balises-là. Alors, on ne fera pas comme le Canada, on ne fera pas comme telle juridiction. Mais partout à travers le monde, on le voit, à partir du moment où c'est perçu comme un droit. Et au Québec, il y a cette fameuse notion de soins de fin de vie, c'est un soin en plus. Alors, les autres, pourquoi moi, j'aurais pas ce droit? Pourquoi vous voulez me priver de ça? Alors, c'est un bulldozer. Alors, n'ouvrez pas la porte à ce bulldozer-là. Là, c'est le mot magique du droit. Hein. Ah oui. C'est un mot magique qui permet de tout faire. Absolument. Et on le voit, les impacts. Et faites bien attention aux sirènes qui pourraient vous venir du Québec ou du Canada, qui vous diraient, mais voyez, non, tout se passe bien. Parce qu'on l'entend même au Québec, là, c'est très, très fort. Et c'est difficile d'avoir une prise de parole contre l'aide médicale à mourir. C'est plus facile contre les élargissements à l'aide médicale à mourir. Vous avez noté que sur la question des troubles mentaux, là, c'est débattu cette semaine au Sénat. La Chambre des communes l'a adopté. Le Sénat pourrait bloquer, mais on a bel et bien confiance que pour 3 ans, il n'y aurait pas d'aide médicale à mourir encore pour les personnes avec une maladie mentale. On a fait ce combat-là avec les groupes de prévention du suicide, avec des psychiatres, des psychologues, des gens touchés eux-mêmes par les troubles mentaux. Donc, n'allez pas là. N'ouvrez pas la porte à l'euthanasie. Merci beaucoup, Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui dirige donc au Québec le réseau citoyen Vivre dans la dignité. Je précise que vous n'êtes pas reconnu comme œuvre de bienfaisance, alors que les partisans de l'euthanasie souvent le sont. Hein. Oui, et j'invite vos auditeurs à regarder Rencontre internationale findevie.org. Voilà, c'est aujourd'hui à la Maison de la Chimie à Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt.